Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire bien assez méconnue, mais absolument cruciale, celle des Code Talkers amérindiens. Oui, une histoire fascinante, surtout pendant les deux guerres mondiales. Exactement. On va explorer comment certaines langues amérindiennes sont devenues une sorte d'arme secrète. On s'appuie pour ça sur diverses sources historiques, des articles. Mhm. Alors plantons le décor. On est principalement pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique. Les forces américaines ont un énorme souci avec leur communication. Un souci majeur, oui, le cryptage. C'est ça. Ils ont bien une machine, la SIGAMA, très sophistiquée pour l'époque, mais voilà, elle est lente, beaucoup trop lente pour les combats, les communications rapides sur le terrain. Et ça, sur le front, ça peut être fatal. Carrément. Et le pire, c'est que quand ils communiquent en anglais, même avec des codes simples, ou en clair parfois, par urgence, eh ben les Japonais interceptent. Et ils comprennent. Il faut savoir que certains officiers japonais avaient étudié aux États-Unis avant la guerre. Ils maîtrisaient l'anglais. Incroyable. Ils arrivaient même à envoyer des faux ordres aux troupes américaines. Un cauchemar logistique et stratégique. Tout à fait. Donc la question qui tue, comment une langue ancienne, complexe et surtout orale à l'époque, a pu devenir un code secret? Un code que personne n'a jamais réussi à casser. Alors, décortiquons ça ensemble. Bah, tout part d'une idée. Une idée qui aurait pu paraître un peu saugrenue au départ. Elle vient d'un certain Philip Johnstone. Philip Johnston, c'était un militaire? Un linguiste? Pas du tout. C'était un ingénieur civil. Mais, et c'est là que c'est intéressant, il avait grandi dans la réserve Navajo. Ah, d'accord. Oui, ses parents étaient missionnaires là-bas. Du coup, il parlait couramment le navajo depuis l'enfance. Et il était l'un des très très rares non-navajos à pouvoir le faire. Et il a eu cette idée quand exactement? Début 1942, juste après Pearl Harbor. Il connaissait la complexité unique de cette langue, son isolement. Il s'est dit, pourquoi pas l'utiliser comme code? Et il est allé proposer ça au corps des marines. J'imagine la tête des généraux. Utiliser une langue indienne comme code secret, ça devait sembler fou, non? Scepticisme total au début, évidemment. Mais Johnston était convaincu. Et qu'est-ce qui rendait le navajo si spécial pour cet usage? Ce n'était pas juste une langue rare, j'imagine. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une conjonction de facteurs linguistiques qui la rendait idéale. D'abord, sa structure même. C'est-à-dire pacaille. C'est ce qu'on appelle une langue polysynthétique. Grammaticalement, c'est extrêmement complexe. Les verbes peuvent intégrer énormément d'informations. Et puis, l'ordre des mots classiques, c'est sujet, objet, verbe. Contrairement à l'anglais ou au français, sujet, verbe, objet. Exactement. Ça déroute complètement une analyse linguistique habituelle, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue. Ensuite, elle est tonale, Tonal. comme le chinois, par exemple. Oui, dans le même principe. La hauteur du ton, sur une syllabe, change le sens du mot. Pour une oreille qui n'y est pas habituée, c'est quasi impossible de distinguer les nuances et donc de comprendre. D'accord. Complexité grammaticale, langue tonale. Quoi d'autre? Autre point crucial, à l'époque, le navajo n'avait pas vraiment d'écriture standardisée, largement diffusée. C'était avant tout une tradition orale, donc moins de traces écrites potentielles à analyser pour un ennemi. Logique. Et surtout, le nombre de locuteurs non natifs était infime. On parle de moins de 30 personnes dans le monde entier, à l'époque en dehors de la communauté navajo elle-même. Moins de 30, c'est incroyable. Oui, et parmi ces rares personnes, aucune n'était allemande ou japonaise. La tribu n'avait pas non plus accueilli d'étudiants allemands ou japonais avant la guerre, contrairement à d'autres groupes. Et enfin, le navajo n'a aucune parenté linguistique évidente avec les langues européennes ou asiatiques. Donc, un isolat linguistique quasi parfait pour un usage militaire secret. C'est exactement ça, une forteresse linguistique naturelle. Malgré tout ça, le scepticisme initial de l'état-major a dû être difficile à surmonter. Comment Johnston les a convaincus? Il a organisé une démonstration assez bluffante apparemment. Devant des officiers de haut rang, il a fait venir quelques navajos. Et alors? Ils ont pris un message militaire type en anglais. Les navajos l'ont traduit dans leur langue, en utilisant déjà quelques idées de code, puis l'ont transmis par radio à un autre navajo qui l'a retraduit en anglais. Et le résultat? Le message complet, codé, transmis et décodé en 20 secondes. 20 secondes. Oui, alors que les machines de chiffrement de l'époque, comme la SIGABA dont on parlait, Et alors? mettaient une demi-heure pour faire la même chose. C'est énorme comme différence. Exactement. Face à cette efficacité, à cette rapidité, le général Clayton Vogel, qui était présent, a été immédiatement convaincu.
Il a recommandé le recrutement sans tarder. Et c'est là qu'on recrute les fameux 29 originaux. Précisément. En mai 1942, les 29 premiers volontaires Navajo sont recrutés par les marines. Ils vont former le noyau initial, la 382e section de transmission. Et ce sont eux qui vont devoir créer le code lui-même. Ah, parce que ce n'était pas juste parler navajo, il y avait un code spécifique dans la langue navajo. Tout à fait. C'est là que leur ingéniosité entre en jeu. Au camp Pendleton, en Californie, ils se sont retrouvés face à un défi. Le Navajo n'avait pas de mots pour tout le vocabulaire militaire moderne. Évidemment, chars d'assaut, bombardiers, sous-marins, ça n'existe pas dans une langue traditionnelle. Exact. Donc, ils ont dû inventer un lexique. Et ils l'ont fait de manière très imagée, très poétique même, parfois. Par exemple, pour sous-marin, Oui, bien sûr. ils ont choisi Befauchlichichi, ce qui veut dire littéralement « poisson de fer Poisson de fer, c'est beau. Et pour un char ? ». Chayotte, tortue, La tortue, logique, blindée et lente. Et un bombardier ? Gécho-chaud, la buse. Ou parfois Atsa, l'aigle, ça dépendait. C'est fascinant cette création lexicale. Et pour les mots qui n'avaient pas d'équivalent facile ou pour épeler des noms propres, par exemple. Là, ils ont développé un système d'épellation. Pour chaque lettre de l'alphabet anglais, ils ont choisi un mot navajo. Par exemple, pour la lettre A, ils utilisaient Wallachishi, qui veut dire fourmi, hante en anglais. Pour B, chache, l'ours, bear. Pour C, moashi, le chat, cat, et ainsi de suite. Donc un double niveau de code, en quelque sorte, le vocabulaire spécifique et l'alphabet phonétique. Exactement. Et le point absolument crucial, c'est qu'il n'y avait aucune trace écrite de ce code. Rien. Pas de lexique papier sur le terrain. Attends, tout était mémorisé ? Les centaines de termes spécifiques, l'alphabet, tout. Une mémorisation totale était exigée. C'était une condition sine qua non de la sécurité du système. Une mémoire phénoménale était nécessaire. C'est fou. Et ce lexique, il est resté fixe ? Non, il a évolué avec les besoins de la guerre. Il a commencé avec environ 270 termes, puis il s'est enrichi pour atteindre près de 450 mots, voire 600 selon certaines sources, à la fin du conflit. Impressionnant. Et sur le terrain, l'impact a été immédiat. Oui, très vite. Dès la bataille de Guadalcanal, fin 1942, début 1943, les codes Talkers Navajo ont prouvé leur valeur. Leur message passait rapidement et sans erreur, là où les autres méthodes échouaient ou prenaient trop de temps. Mais le moment emblématique, c'est Iwo Jima, n'est-ce pas ? Absolument. Iwo Jima, une des batailles les plus sanglantes du Pacifique. Pendant les 48 premières heures, les plus critiques de l'invasion, 6 codes Talkers Navajo ont travaillé jour et nuit sans relâche. 6 hommes seulement ? Oui, et ils ont transmis plus de 800 messages essentiels. Ordre de tir d'artillerie, mouvement de troupes, rapport de position. Sans une seule erreur de transmission ou de décodage. 800 messages en 2 jours. C'est énorme. Le Major Howard Connor, qui était l'officier des transmissions de la 5e division des marines à Iwo Jima, a eu cette phrase très forte après la guerre. Il a dit « Sans les Navajo, les marines n'auraient jamais pris Iwo Jima ». Waouh ! Ça mesure l'importance de leur rôle. Rapidité, précision et surtout sécurité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette inviolabilité. Totalement. Le code n'a jamais été déchiffré par les Japonais. Jamais. Ils interceptaient les messages, bien sûr. Ils entendaient cette langue étrange, gutturale, pleine de tons. Mais impossible d'y trouver un sens. Ils ont dû pourtant essayer, non ? Avec des cryptanalystes, peut-être même des linguistes. Oh que oui, ils ont même eu recours à des experts allemands, paraît-il. Sans succès. La structure même de la langue, combinée au code spécifique inventé, était une barrière infranchissable. Et il y a cette histoire incroyable d'un prisonnier de guerre Navajo. Oui, le sergent Joe Kiyumia. Il était Navajo, mais il n'était pas un code talker. Il ne faisait pas partie du programme, il n'avait pas été formé au code. D'accord ? Il a été capturé par les Japonais aux Philippines. Quand ils ont réalisé qu'il était Navajo, ils ont cru tenir la clé. Ils l'ont torturé et lui ont fait écouter des enregistrements des messages des code talkers. Et alors ? Il comprenait bien sûr les mots Navajo de base, mais le code lui-même, ce vocabulaire inventé, poisson de fer, tortue, les séquences de lettres épelées, ça n'avait aucun sens militaire pour lui. C'était comme écouter une conversation absurde dans sa propre langue. Il ne pouvait rien révéler de la signification militaire parce qu'il ne la connaissait pas. Ça démontre parfaitement l'efficacité de ce double niveau de codage. C'est brillant. Assez extrême, non ? J'ai lu quelque chose là-dessus. Oui, c'est le côté plus sombre de l'histoire.
Pour garantir que le code ne tombe jamais entre les mains de l'ennemi, chaque code talker Navajo sur le terrain se voyait assigner un marine comme garde du corps. Une protection rapprochée. Oui, mais avec une consigne terrible. Si la capture du code talker semblait imminente et inévitable, l'ordre potentiel était de l'abattre, pour protéger le secret à tout prix. Mon Dieu, c'est terrible d'imaginer ça. Savoir que ton propre camarade a potentiellement l'ordre de te tuer. C'était le reflet de l'importance stratégique absolue de ce code. Heureusement, d'après toutes les informations disponibles, cet ordre n'a jamais eu à être exécuté. Aucun code talker n'a été tué pour protéger le secret. C'est un soulagement quand même. Mais ça montre à quel point ce secret était précieux. Essentiel, oui. On parle beaucoup des Navajos et à juste titre, leur contribution a été massive. Mais il faut souligner, je crois, qu'ils n'étaient pas les seuls. D'autres tribus amérindiennes ont aussi participé à l'effort de guerre de cette manière. Tout à fait, c'est très important de le mentionner. Les Navajos sont les plus connus, notamment pour leur rôle dans le Pacifique avec les marines, mais l'idée d'utiliser des langues amérindiennes pour les communications militaires est plus ancienne. Ah oui! Dès la Première Guerre mondiale, en fait. Les Choctaws ont été des pionniers sur le front ouest, en France, en 1918. Ils transmettaient des messages codés dans leur langue et ils étaient déjà plus rapides et plus sûrs que le code Morse ou les coureurs. Incroyable! Déjà pendant la Grande Guerre! Oui, et les Cherokees aussi ont servi de manière similaire pendant la Première Guerre mondiale. Et durant la Seconde, en plus des Navajos, On trouve les Comanches. Eux ont joué un rôle très important avec l'armée américaine en Europe, notamment pendant le débarquement de Normandie sur Utah Beach. en Normandie. Oui, ils avaient leur propre code Comanche. Par exemple, pour désigner Hitler, ils disaient « Pusataivo », ce qui signifie « l'homme blanc fou ». L'homme blanc fou. C'est parlant. Pour un bombardier, c'était « Wakare el l'oiseau enceint ». Pour une mitrailleuse, l'appareil à coudre à cause du bruit répétitif. Encore une fois, très imagé. Et il y en a eu d'autres encore? Oui, les Meskwakis, aussi appelés Fox, ont servi en Afrique du Nord. On a aussi les traces de Hopi, de Lakota, de Crows. Plusieurs tribus ont contribué. Il y a même une histoire autour de l'utilisation du basque. Ah oui, le basque, cette langue si particulière d'Europe. Exact. On a parfois dit que des Basques américains avaient servi comme code talkers. Mais des recherches plus récentes semblent indiquer que c'était peut-être plus limité, voire une opération de désinformation pour brouiller les pistes sur l'utilisation réelle des langues amérindiennes. Le sujet reste un peu débattu. D'accord. Donc une contribution amérindienne multiple et cruciale, mais qui est restée secrète pendant très longtemps après la guerre. Très longtemps, oui. L'existence même du programme des Code Talkers Navajo est restée classifiée top secret jusqu'en 1968. 1968, plus de 20 ans après la fin de la guerre. Pourquoi si longtemps? Les militaires envisageaient de pouvoir réutiliser ce type de code si besoin. Donc ils ont gardé le secret le plus longtemps possible. Le problème, c'est que pendant toutes ces années, les Code Talkers eux-mêmes ne pouvaient pas parler de leur rôle, même à leur famille. Ils sont rentrés chez eux comme de simples soldats sans reconnaissance particulière pour leur service exceptionnel. Ça a dû être difficile à vivre pour eux. Très. Ils avaient contribué de manière décisive à la victoire, mais dans l'ombre la plus totale. La reconnaissance officielle a été extrêmement tardive. Quand est-ce que ça a commencé à changer? Il y a eu quelques reconnaissances partielles avant, mais le premier grand geste officiel, c'est en 1982. Le président Ronald Reagan a déclaré le 14 août Journée nationale des Code Talkers Navajo. 1982, presque 40 ans après Iwo Jima. Oui, et ensuite la reconnaissance matérielle est venue encore plus tard. Ce n'est qu'en 2000-2001 que les 29 créateurs originaux du Code Navajo ont reçu la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction civile américaine. Enfin, et pour les autres, ceux qui ont servi après ou les autres tribus? Les autres Code Talkers Navajo ont reçu des médailles d'argent. Et il a fallu attendre 2008 pour qu'une loi honore enfin les Code Talkers de toutes les autres tribus, Choctaws, Comanches, Cherokees, etc., avec des médailles du Congrès également. Une reconnaissance bien méritée, mais terriblement tardive. Beaucoup n'étaient plus là pour la recevoir, j'imagine. Malheureusement, oui. Le dernier des 29 pionniers Navajos, Chester Nez, qui avait participé à la création du Code et servi sur tous les fronts du Pacifique, s'est éteint en 2014. Il a pu voir cette reconnaissance, heureusement, mais beaucoup d'autres sont partis avant. C'est une histoire à la fois héroïque et un peu triste, finalement. Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Pour moi, c'est d'abord une démonstration incroyable d'ingéniosité stratégique. Prendre une ressource complètement inattendue, Mhm. une langue minoritaire, orale, parfois même combattue par les politiques d'assimilation de l'époque. Exactement. Il a transformé en un atout militaire décisif, rapide, fiable et surtout parfaitement indéchiffrable par l'ennemi le plus avancé technologiquement.
C'est la preuve que la diversité culturelle et linguistique peut être une force insoupçonnée. Une force cachée en quelque sorte, un patrimoine qui devient une arme redoutable. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion plus large pour aujourd'hui. Oui, On a vu comment une langue unique, un héritage culturel spécifique, a fourni une solution inattendue à un problème militaire complexe. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est, au-delà de ce contexte de guerre, quelles autres richesses issues de la diversité linguistique ou culturelle mondiale, des savoirs traditionnels, d'autres formes de communication, des visions du monde différentes. voilà, des choses qu'on sous-estime peut-être aujourd'hui, ou qui sont même menacées de disparition? Est-ce que certaines de ces richesses ne pourraient pas, elles aussi, détenir des clés inattendues, des solutions originales, pour relever les défis très complexes de notre propre époque? C'est une excellente question. Pour terminer, une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous, c'était un plaisir d'en discuter. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir.